Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans votre émission du dimanche, l'Orient Express. J'espère que vous allez bien. On est toujours en octobre depuis la semaine passée et il fait toujours aussi beau dans notre pays. J'en profite pour vous parler de l'action CAP 48 qui se termine ce soir. N'hésitez pas à appeler pour faire vos dons. Je crois que le montant minimum c'est 3 €. On compte sur vous. Il y a aussi une autre action au mois d'octobre, car c'est vraiment l'occasion pour parler du cancer du sein, avec la campagne internationale qui est Pink October. Donc tout le monde met généralement un petit signe sur les réseaux sociaux. C'est vraiment pour encourager les femmes à se faire dépister, car si la maladie est prise à temps, les chances de survie augmentent. Alors on envoie beaucoup de courage à celles et à ceux qui se sont battus contre cette maladie. Et on sait très bien que ce n'est vraiment pas facile pour l'avoir vécu. D'ailleurs, on salue notre maman. Donc on retourne à notre émission parce qu'aujourd'hui, on ne va pas suivre la structure habituelle parce que nous avons un invité que Myrna va nous présenter. Hi Myrna, kifek. Hi Majouline, je suis contente d'être encore de nouveau à bord de l'Orient Express comme tous les dimanches. J'espère que vous avez tous passé une super semaine et que vous êtes prêts à nous accompagner dans un voyage à travers le Moyen-Orient. Alors aujourd'hui, comme Majouline nous a un peu teasé, on a le plaisir d'accueillir Monsieur Charles Thépeau, qui est un jeune diplomate et enseignant français, auteur du livre Le monde arabe en morceaux, des printemps arabes à Daesh. Marhaba, Monsieur Thépeau. Marhaba. Mais avant de plonger dans ce monde arabe en morceaux, en compagnie de Monsieur Thépeau, on va jeter un coup d'œil sur les médias et on va s'intéresser à quelques nouvelles qui sont passées soit inaperçues ou bien, à l'inverse, qui ont fait polémique. Alors, Majouline, avec quelle nouvelle va-t-on commencer ? Alors évidemment, avec le match nul de la Syrie contre l'Australie dans les barrages pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Ils ne sont pas encore qualifiés, mais ils restent dans la course. Pourtant, en Syrie, le résultat du match a vraiment été fêté comme s'ils avaient remporté le mondial. Le match retour se joue mardi à 11h et on sera bien sûr derrière nos écrans. Allez, on les encourage... les aigles de Kassioun. Mais justement, pour rester sur le dossier syrien, je sais qu'il y a une nouvelle qui est certainement pas passée inaperçue, qui a fait vraiment polémique. C'est au sujet du cimentier franco-suisse Lafarge qui aurait versé de l'argent à des groupes terroristes, dont Daesh. Tout à fait. Donc en fait, tout a commencé par une enquête du journal Le Monde en juin 2016 qui dévoilait le scandale. Le cimentier français Lafarge aurait payé des sortes de droits de passage aux checkpoints tenus par Daesh pour pouvoir faire fonctionner l'usine le plus longtemps possible, étant donné que la guerre civile a éclaté juste un an après l'inauguration de la cimenterie dans le nord de la Syrie en 2010. Suite à ça, le ministère de l'économie français dépose plainte, donc on est toujours en 2016, et les premières auditions de l'enquête menées par la douane sont accablantes. Elles sont sorties, je pense, cette semaine. Et l'ex-directeur général adjoint opérationnel de Lafarge reconnaît que le groupe s'est plié à une économie de raquettes à partir de 2013. Le cimentier versait l'équivalent de 20 000 € par mois à Daesh. Lafarge est aussi soupçonné d'avoir acheté du pétrole à des groupes djihadistes qui tenaient aussi les champs de pétrole pour qu'ils puissent continuer à poursuivre ses activités. Donc, en fait, sur une période d'un peu plus d'1 an, Lafarge a ainsi indirectement financé l'organisation djihadiste. Et ça s'est arrêté en fait lorsque Daesh s'est emparé du site, et ça c'est en septembre 2014. Lafarge a cessé ses activités à ce moment-là. Et par ailleurs, l'enquête devra aussi définir si les autorités françaises étaient au courant de ces pratiques. L'affaire est vraiment à suivre. Donc voilà, un sujet qui fait bien polémique, mais on va s'arrêter là pour notre part. Donc dans la nouvelle qui suit, je crois que tu fais appel aux talentueux photographes du monde entier. Tout à fait. En fait, si je te demande à toi ou à Monsieur Thépeau de faire rapidement une recherche dans les banques d'images et je vous dis chercher femmes musulmanes sur Internet, vous allez vite tomber sur des photos de niqab, de femmes voilées et même de femmes armées. Et en fait, voilà, lorsqu'on a besoin de photos de femmes musulmanes pour illustrer un site web, un article ou une brochure, le choix est vraiment limité. On n'a pas des femmes, on va dire...
des femmes musulmanes random, on va dire. C'est toujours très... Dans toute sa diversité. Voilà. Et en fait, aux États-Unis, il y a la plateforme qui s'appelle muslimgirl.com, qui est le site de référence pour l'empowerment des femmes musulmanes aux États-Unis. Ils ont en fait challengé le dinosaure de la banque d'images, qui est la société Getty Images. Et ils ont déjà, ils ont obtenu un partenariat en fait avec Getty. Et déjà en mars 2017, ils ont fourni une collection de 41 nouvelles images pour changer les stéréotypes. Oups, j'ai perdu mon texte. Donc voilà, l'idée est vraiment très basique parce que on se dit que oui, c'est normal et tout, mais en fait c'est pas disponible. Il y a vraiment un vide. Et alors ces deux mêmes plateformes, donc Getty et Muslim Girl, lancent un concours international. Donc tout le monde peut participer pour encore plus enrichir la banque d'images. Le concours est ouvert jusqu'au 31 octobre avec un prix de $1000. On vous mettra le lien vers le concours sur la page Facebook, comme ça vous pourrez participer. Le type d'image recherchée est vraiment simple. Des femmes seules ou en groupe, au travail, voilées, non voilées, à vous de voir. Des femmes au travail, spécialement dans le monde des sciences ou dans l'ingénierie, pratiquant une activité sportive autre qu'une femme qui court, parce que ça apparemment, il y en a beaucoup. Des étudiantes, des femmes qui conduisent, des femmes au restaurant. Des femmes dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est ce qu'on... Des animatrices radio, par exemple. Voilà, des très jolies animatrices. On envoie nos photos alors. on va participer. Donc voilà, je vous encourage vraiment à le faire parce que c'est aussi l'occasion de montrer notre diversité. Donc n'hésitez pas et on le postera sur notre page Facebook, donc Orient Express-Arabelle FM. D'accord, merci Majouline pour cette information. D'ailleurs, je crois que c'est ta dernière information, avant-dernière, concerne aussi le monde de l'image. Non, c'est la dernière. Oui, c'est la dernière, tout à fait. Mais en fait, je voulais vous parler du Arab Cartoon Festival qui a commencé ce week-end en Belgique. Et donc, on parle vraiment des caricaturistes dans le monde arabe. Et en ce moment même, pendant qu'on parle, il y a une masterclass qui a lieu, je pense, à Turnout, avec 3 grands noms de la caricature arabe. Donc, Imad Hajjaj, qui est le caricaturiste jordanien dont le personnage le plus connu est Abu Mahjoub, qui lui permet... Donc, il a le hagal, il a la petite barbe, il a son costume un peu effiloché et ça lui permet vraiment de dessiner les préoccupations quotidiennes, politiques, sociales et culturelles en Jordanie. Il y a Sarah Qaed, qui, quant à elle, c'est une jeune caricaturiste de Bahreïn. Donc, elle parle plutôt de féminisme et je pense qu'elle est basée à Londres. Et le dernier, qui est mon préféré, c'est le Soudanais qui habite Dubaï, Khalid Wad El-Bey, qui a ses caricatures diffusées dans le monde, vraiment. On l'a connu surtout avec sa caricature du petit... Non, c'était pas Hélène, c'était Amran. Amran. Ouais, le petit garçon avec... garçon, voilà. Et maintenant, il se fait aussi connaître aux États-Unis avec l'histoire des joueurs de foot américains qui mettent le genou à terre. Donc, eux, ils font une masterclass ce soir et demain, je pense, il y a un débat ouvert. Et jusqu'au 21 octobre, on peut voir différentes expositions de caricaturistes du monde arabe. C'est vraiment un super festival. Et tu sais, c'est qui a gagné Oui, c'est Omnes ou quelque chose comme ça, plus Moussem. Donc, on vous mettra aussi le lien pour si vous voulez aller assister. Voilà, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur notre page Facebook, donc Orient Express-Arabelle FM, où vous retrouverez toutes ces informations. Et merci beaucoup, Majouline, pour ta rubrique Coup d'œil sur les médias. De rien. J'espère que c'était intéressant, que vous avez appris beaucoup de choses comme nous ici en studio, chers auditeurs. Monsieur Thépo. Bonjour. Bonjour. Mais voilà, on peut commencer à présenter notre invité du jour qui nous fait vraiment l'honneur de venir participer avec nous et nous parler de son livre. Donc justement, son livre. Donc, comment comprendre les dernières crises dans les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient ? Comment rendre compte de la complexité du monde arabe ? Justement, Charles Thépo, donc, comme nous l'avons présenté au début de l'émission, diplomate français et enseignant, qui a travaillé en Syrie, en Algérie et séjourné dans de nombreux pays du monde arabe, tente de nous expliquer tout ça dans son dernier ouvrage publié chez Armand Collin, Le monde arabe en morceaux, des printemps arabes à Daesh. Si vous nous suivez sur la Live TV, voilà, Monsieur Thépo vous le montre.
Et donc voilà, c'est vraiment une véritable boîte à outils pour suivre les mutations politiques et sociales du monde arabe. Cet ouvrage s'appuie sur l'histoire longue des pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient afin d'en expliquer les dernières crises. Donc les soulèvements de 2011, la chute des régimes autoritaires, l'émergence de Daesh, les affrontements confessionnels, etc., etc. Monsieur Thépo nous en parlera plus en profondeur. Donc ça mêle vraiment en synthèse de la recherche académique, des cartes ou même des anecdotes de terrain. Donc ce manuel de politique arabe vraiment décrypte l'évolution d'une région fragmentée dont le destin est plus que jamais lié à celui de l'Europe. Donc voilà, Monsieur Thépo nous fait vraiment le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Et d'ailleurs, je tiens juste à préciser qu'il s'exprime en tant qu'auteur et enseignant et à titre personnel ce dimanche sur nos ondes. Bienvenue dans l'Orient Express, encore une fois, Monsieur Thépo. Merci de votre accueil. J'espère que vous êtes content d'être en notre compagnie. Je suis très content d'être à Bruxelles et de pouvoir passer un peu de temps dans cette ville et ce pays que j'aime beaucoup, j'ai étudié et dans lequel je suis toujours très content de revenir. Et puis si en plus on peut parler de cette région qui me passionne également, c'est avec grand plaisir. Le plaisir est partagé et je suis contente de voir que la pluie ne vous a pas, comment on dit ça, démotivé de revenir dans la capitale de l'Europe. Mais vous êtes aussi ici donc pour présenter votre livre, mais vous avez aussi une conférence. Alors voilà, j'ai plusieurs activités, plusieurs présentations de l'ouvrage. J'étais au Collège d'Europe hier pour un échange avec des étudiants à Bruges. Et mardi, donc il y a une conférence dont le thème est les crises du monde arabe, donc qui est organisée par l'agence Euros Agency et qui nous permettra de poursuivre les échanges et surtout d'avoir des débats sur toutes ces questions. Et vous pourrez retrouver toutes les informations sur cet événement sur Facebook, sur Twitter et sur LinkedIn. Et cette conférence est ouverte à tout le monde ? Tout à fait, il faut simplement s'inscrire. Il y a un petit mail à envoyer pour s'inscrire et sinon c'est ouvert, conférence publique. Et l'idée est d'avoir le maximum d'échanges avec les gens qui sont intéressés par ces questions-là. Donc voilà, conférence débat avec Monsieur Thépo le mardi 10. Exactement. Voilà. Donc, comme monsieur l'a rappelé, vous pourrez retrouver toutes ces informations sur notre page Facebook et sur la page Facebook du Monde Arabe en morceaux, des Printemps Arabes à Daesh, où il y a aussi un lien sur la page de l'Orient Express. On va passer vite fait à la publicité pour après. À Bruxelles, sur le 106.8. Sur le 106.8. Re-bienvenue, chers auditeurs, dans votre émission préférée du dimanche et même de toute la semaine, donc l'Orient Express. Nous sommes, je suis Myrna, je suis accompagnée de Majdouline et surtout de monsieur Charles Thépo, donc diplomate français et auteur d'un ouvrage sur le monde arabe intitulé Le monde arabe en morceaux, des printemps arabes à Daesh. Avant de plonger dans ce monde arabe en morceaux et décortiquer tout ça avec Monsieur Thépo, on va s'intéresser à Monsieur Thépo plus en profondeur. On va savoir qui il est derrière ses lunettes. Donc, Monsieur Thépo, quel est votre parcours dans le monde arabe et pourquoi cette région en particulier vous a-t-elle attiré ? Au départ, il y avait à la fois du hasard. Ça a été une succession d'événements qui m'ont permis d'avoir des premiers voyages, des premières expériences dans la région. J'ai eu l'occasion de travailler 2 ans en Syrie, mais avant cette expérience, je ne connaissais pas la région. Il n'y avait pas d'attache familiale, personnelle ou autre. Et c'est à la faveur d'un stage et puis ensuite de premières expériences professionnelles que j'ai pu y séjourner plus longtemps et de fil en aiguille. La curiosité et puis l'intérêt et enfin la passion ont augmenté et je me suis au fil de l'eau spécialisé sur cette région. Donc j'ai étudié la région, notamment au moment des soulèvements de 2011. J'ai fait des séjours dans différents pays pour essayer de mieux comprendre la réalité sur place. J'ai ensuite passé aussi pas mal de temps en Algérie dans le cadre professionnel et en parallèle, j'ai toujours
continuer à avoir des activités académiques, à la fois avec de la recherche et puis des activités d'enseignant. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai fait mon bagage sur cette région. Et ça a impliqué, par exemple, d'apprendre la langue arabe, de passer pas mal de temps avec un dictionnaire et puis des listes de vocabulaire pour essayer de percer le mystère de cette langue. Et donc, c'est un peu comme ça, sur, je dirais, une petite dizaine d'années, que j'ai réussi à construire ce bagage sur la zone, et j'ai souhaité en faire, le réunir dans ce livre. Un peu aussi pour résumer ce qui avait été mon propre parcours et les questions que je m'étais moi-même posées en essayant de mieux comprendre ce qui se passait dans la région, sachant que quand on habite en Europe, c'est une région dont on entend beaucoup parler, malheureusement souvent sur des sujets négatifs, de la guerre, les souffrances des populations, etc. Et il était, je pense, important, peut-être utile de rassembler, de synthétiser un certain nombre de choses qui permettent à des gens qui sont curieux en Europe de mieux comprendre et de se faire leur propre idée sur la zone, de trouver ça dans ce livre. J'imagine que le fait justement de maîtriser la langue arabe vous a permis justement d'avoir accès peut-être à des sources différentes. C'est certain, ça permet à la fois de rentrer dans un univers culturel que l'on peut connaître, mais pas forcément tout le temps aussi bien quand on ne maîtrise pas la langue. Et ça permet ensuite d'avoir accès à des textes qui ne sont pas forcément traduits et qui sont réservés à une audience qui n'est pas une audience européenne. Et ça permet de confronter des points de vue. Et ensuite, quand on cherche à expliquer pourquoi tel groupe ou tel mouvement, par exemple politique, défend telle ou telle idée, d'où ça vient, comment est-ce que c'est justifié, c'est forcément plus efficace quand on a accès à la matière première, entre guillemets. Et donc, c'était aussi une incitation majeure. Et un autre élément qui était en fait le premier et qui est à mon sens aussi essentiel, c'est que vivant dans des pays où la langue de la vie de tous les jours et la langue arabe, il me semblait essentiel de pouvoir échanger directement avec mes voisins, les commerçants avec lesquels je parlais, etc. Et donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé, notamment par le dialecte syrien, simplement pour vivre de tous les jours. Et finalement, ces expériences banales de la vie quotidienne s'ajoute aussi à la recherche académique un peu plus théorique, parce que ça devient une expérience avec toutes les facettes et on n'est pas simplement dans, je dirais, une connaissance et une vision du monde arabe sensationnelle, dramatique, faite de drames et de conflits. Oui, c'est exactement ce genre de démarche, malheureusement, qui manque actuellement dans l'analyse de cette région. Mais bon, c'est encore un autre débat. On va revenir sur votre livre, donc Le monde arabe en morceaux. Déjà, pourquoi ce titre ? Alors, ce titre a deux sens. Il y a évidemment le fait que la région est dans un état de fragmentation, de morcellement politique, notamment très, très important, malheureusement, avec un certain nombre de pays qui connaissent des crises et dont les populations vivent dans des situations difficiles. Et puis derrière, il y avait une autre idée plus légère qui était d'essayer d'amener le lecteur à prendre le monde arabe morceau par morceau et de le comprendre dans toute sa diversité et de mettre ensemble toutes ces pièces pour avoir une meilleure compréhension de l'actualité de cette région. Et donc, il me semblait que cette formule réunissait un petit peu ces deux ambitions. D'accord. Et cet ouvrage est destiné à qui principalement, on va dire ? C'est un public, c'est plus académique, grand public C'est pour le grand public curieux. C'est comme ça que je le résume un petit peu, car c'est un ouvrage qui résume un certain nombre de choses, qui fait une synthèse de beaucoup de livres qui ont pu être écrits sur le sujet, mais qui vise avant tout le grand public qui, par exemple, tous les jours à la radio ou à la télé, voit les titres de l'information,
comprend ou n'a pas le temps de suivre absolument tous les détails, mais voudrait mieux comprendre ce qu'il se passe. Et c'est pour ça, par exemple, que je suis parti dans un certain nombre de chapitres du livre des mots-clés de l'actualité. J'ai pris des formules dont on entend parler assez souvent, le conflit sunnite-chiite, les printemps arabes, l'islamisme. Voilà, ces mots qui sont relativement présents dans le débat public, mais pour lesquels malheureusement on n'a pas toujours le temps d'avoir toute l'explication. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est sur un chapitre, une partie, résumer tout ce qu'il pouvait y avoir derrière ces mots et partir de ces points d'attention-là pour ensuite présenter de manière plus large les questions qui pouvaient être liées à l'évolution des sociétés arabes, à la pratique religieuse, les conflits qui peuvent exister dans un certain nombre de pays, pour qu'au final, chacun puisse construire sa propre réflexion sur le sujet. Ce qui m'avait frappé au début, avant que je me lance dans l'écriture de ce livre, c'était le fait que finalement, le débat public sur ces questions-là pouvait être très agressif, très violent, avec des gens pour la plupart très bons et très légitimes dans ce qu'ils disent, mais qui laissent parfois finalement les auditeurs, le grand public, un petit peu en difficulté, parce que c'est difficile de savoir exactement pourquoi tel ou tel dit ça, tel ou tel pense ça, pourquoi il le dit avec tant de force. Et ce que j'ai essayé, c'est en étant le plus neutre possible, de décrire les lignes de fracture, expliquer pourquoi telle école de pensée pense ça, pourquoi tel autre dit ça, etc., afin que chacun puisse y retrouver des informations tangibles, au-delà des opinions après que chacun peut avoir et défendre dans le débat public. Et on peut dire que c'est ça qui a motivé justement à l'écriture de ce livre Tout à fait. J'étais frappé, l'ayant vécu moi-même en tant qu'étudiant et puis l'observant tous les jours dans mes activités professionnelles, que le débat public sur le monde arabe, en tout cas dans son explication en Europe, en France, en Belgique ou autre, était souvent très, très, très violent et manquait d'explication et de pédagogie finalement. Et j'ai essayé humblement de remettre un petit peu de pédagogie afin que chacun puisse ensuite suivre les débats qui existent avec un petit peu plus de sérénité. D'accord. Et justement, en parlant donc toujours de votre ouvrage, il est divisé en 4 grands parties. Donc, je cite, donc, il y a l'univers politique arabe, donc la première partie, le monde arabe et ses printemps, que vous avez mis entre guillemets, des si difficiles transitions, et la dernière qui m'a un peu frappée, une région sans maître. J'ai beaucoup aimé le titre, bizarrement. Mais justement, je voulais savoir pourquoi est-ce que vous avez sectionné vos recherches de la sorte. Comment vous avez construit au final votre... Ce qui me paraissait essentiel, c'était d'avoir une première partie qui résume un petit peu l'histoire longue et qui permette au lecteur, en quelques chapitres, de savoir finalement d'où on vient. Quelle est l'histoire et les évolutions depuis, par exemple, la naissance de l'islam dans la région, avoir un résumé finalement de ce qu'a signifié la colonisation pour un certain nombre de pays, comment se sont passées les indépendances d'un certain nombre de pays de la région, tout un tas d'éléments historiques qui sont fondamentaux pour comprendre l'actualité et comprendre la continuité de certaines luttes, certains conflits. Et ensuite, je me suis concentré sur l'année 2011 et donc les fameux printemps arabes, parce que dans ma compréhension personnelle, l'année 2011 est vraiment une année charnière où on a terminé quelque chose qui peut être résumé comme la phase d'indépendance des jeunes États arabes qui ont obtenu l'indépendance après un peu avant ou après la Seconde Guerre mondiale, et on rentre dans quelque chose d'autre. Alors, à la limite, on peut dire que les évolutions sont toujours en cours, mais c'était important pour moi d'expliquer pourquoi 2011 et les années qui ont suivi sont vraiment un moment charnière dans l'histoire de la région. Pourquoi ces soulèvements ont eu lieu à ce moment-là ? Pourquoi dans certains pays ça a mené à des changements de régime? Pourquoi dans d'autres pays non? Quels ont été les facteurs? Donc j'ai essayé de décortiquer cette chronologie aussi parce que je me rappelle, l'ayant suivi moi-même en 2011, ça allait très vite. Ça allait très vite et il était difficile de savoir exactement ce qui se passait.
Et du coup, j'ai essayé de reprendre cette chronologie pour la décrire. Et ensuite, il me semblait important d'avoir deux approches, et c'est l'approche de la troisième et ensuite de la quatrième partie, à savoir une approche nationale, qu'est-ce qui s'est passé dans chaque pays après ces fameux soulèvements, et ensuite, quelles sont les conséquences régionales et l'état géopolitique de la région depuis. Et donc vous avez pris différents pays qui sont donc tous les pays traversés par... Je me suis dans un premier temps concentré sur les pays qui ont connu une révolution ou une transition politique. Et ensuite, je me suis penché sur les pays qui n'ont pas connu de transition politique pour expliquer pourquoi et voir quels avaient été finalement les facteurs décisifs dans ces transitions. Et par exemple, pour donner une explication, le degré de proximité entre l'armée ou l'appareil sécuritaire et le chef d'État a été un des facteurs déterminants. C'est pour ça que les soulèvements ont abouti à un changement de régime dans certains cas et pas dans d'autres. Donc voilà, je cherche à identifier des facteurs comme ça qui puissent ensuite guider le lecteur pour analyser lui-même d'autres situations politiques et comprendre lui-même ce qu'il peut se passer. Donc dans le monde arabe, vous traitez, voilà, pour juste préciser pour nos éditeurs, autant le Machrek que le Maghreb que les pays du Golfe. Exactement. Vous laissez juste de côté, on va dire, des acteurs majeurs, mais qui ne sont pas du monde arabe, qui sont donc la Turquie, l'Iran et Israël, mais les implications que ces États aussi ont. Je parle de leur politique étrangère parce qu'ils jouent un rôle dans la politique dans la géopolitique régionale, mais je ne parle pas de leur politique intérieure parce que je me suis concentré sur les pays à majorité arabe essentiellement. Et donc effectivement, mais dans la dernière partie, donc qui s'appelle une région sans maître, je parle effectivement de ces compétition régionale. Et là, effectivement, des pays comme l'Iran ou la Turquie jouent un rôle très important. D'accord. Et justement, face à ce monde arabe en morceaux, qu'est-ce qu'on peut voir comme perspective sur le long terme maintenant? Parce que voilà, tous ces pays un peu éclatés, malheureusement, qui ont tous subi des transformations et des mutations politiques et sociales. Comment voir le futur pour Bon, bien sûr, c'est pas un bloc homogène, on va dire. Chaque pays est différent, mais... Ce qui est certain, c'est que les constructions politiques sont toutes plus ou moins dans des crises, et donc il y a des réformes politiques, il y a des choses qui seront indispensables d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas à quelle forme ça prendra, mais dans les prochaines années. Ce que j'aime quand même retenir, pas parce que c'est plus important, mais parce que c'est souvent invisible, c'est que pendant toutes ces crises politiques, les sociétés, elles, continuent à avancer, parfois forcément dans la douleur quand on parle de zones de guerre, mais il y a aussi d'autres parties du monde arabe où il n'y a pas de guerre, et donc ces sociétés continuent à avancer, à se développer, à inventer. On a dans beaucoup de pays en fait une société civile, des associations locales qui font des activités, des projets qui sont remarquables. On a des villes qui sont devenues des sortes de refuges, ou en tout cas des pôles d'attraction qui pourront peut-être à terme jouer un rôle, je dirais, intellectuel, culturel plus important. Il y a des villes comme Abu Dhabi qui, par la force des choses, rassemblent beaucoup notamment de jeunes diplômés qui trouvent des opportunités économiques. Et donc, tous ces changements-là, ce sont des changements parfois invisibles, très difficiles à quantifier, parce que pour les chercheurs, il y a finalement pas beaucoup de statistiques, etc. Mais ils auront aussi un impact sur le futur de cette région. Et l'impact, à mon avis, sera assez positif, parce que c'est des sociétés qui avancent malgré les difficultés politiques. Donc, je pense qu'on peut équilibrer le tableau et dire qu'en dépit de toutes ces difficultés politiques qui ne seront pas résolues facilement, il y a aussi des sociétés extrêmement dynamiques qui, elles, sont pleinement intégrées dans la mondialisation et qui participent aux échanges internationaux de personnes, d'idées. Il n'y a qu'à voir sur les réseaux sociaux à quelle vitesse les choses voyagent. Et donc ça, je trouve ça très intéressant aussi à observer, et ça permet d'avoir un peu plus d'espoir. Voilà, une note d'espoir et d'optimisme comme on aime dans l'Orient Express, et on continuera notre discussion avec Monsieur Thépaut juste dans quelques minutes. Quelques secondes, je vous mens un peu, cher auditeur. Et restez avec nous pour continuer cette discussion passionnante. À tout de suite. Arabelle FM. Vous pouvez nous suivre en direct sur arabelle.fm.
Re-bienvenue, chers auditeurs, dans votre émission préférée, l'Orient Express. Donc, si vous nous avez ratés, nous étions dans une discussion passionnante sur le monde arabe. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être accompagnés de Monsieur Thépo, diplomate français, enseignant et surtout auteur du Monde arabe en morceaux des printemps arabes à Daesh, donc un manuel que je recommande chaleureusement à tout le monde de lire pour comprendre toutes ces mutations, tous ces bouleversements que traverse le monde arabe suite au vent révolutionnaire de 2011 jusqu'à l'émergence justement de groupes dont on connaît tous le nom. Voilà. Et re-bienvenue, Monsieur Thépo, ahla wa sahla, et merci d'être parmi nous. Par ailleurs, Monsieur Thépo, vous avez appris l'arabe. Chouai, chouai. Chouai, chouai. Ça, c'est du syrien, là. On est chouai, chouai. Non, mais j'incite vraiment les gens à lire ce livre parce que déjà, il fait pas peur, en fait. C'est vraiment très complet. Il reprend la genèse des événements et donne des pistes pour après, mais vraiment pays par pays. C'est pas vraiment un gros bloc. Et par rapport à ce que vous avez dit que vous étiez dans les pays arabes en 2011. Est-ce que vous avez, puisque vous étiez sur place, est-ce que vous sentiez que quelque chose était en ébullition? Comment est-ce que vous avez vécu ce moment historique? Alors, il se trouve que j'ai voyagé dans la région à ce moment-là, mais j'ai pas été présent sur des lieux ou dans des villes du soulèvement en 2011. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que, en termes, je dirais, statistiques, quand on regardait à l'époque 2010, 2009, les indicateurs, il était certain qu'un certain nombre d'éléments étaient déjà très dangereux en termes de stabilité sociale, etc. Il y avait des problèmes de chômage, une transition démographique. En 2008, on avait aussi connu des émeutes du pain dans un certain nombre de pays, en Égypte notamment. Donc il y avait déjà des indicateurs. Ce que je me suis attaché à faire à certains moments, c'est par exemple regarder les statistiques des manifestations et des protestations sociales en Égypte sur la phase 2004-2011, et on s'aperçoit que il y a une augmentation assez forte. Ça allait Donc, quand on veut regarder à posteriori les choses, effectivement, il y avait des indicateurs. Ce qui était impossible à anticiper, c'est le jeu de domino, en fait. Oui, l'ampleur. C'était impossible de se dire que de la Tunisie jusqu'au Yémen et au Bahreïn, ça prendrait une telle ampleur, tout simplement parce que les choses ont été très spontanées et la manière avec laquelle les sociétés ont réagi a été, à mon sens, difficile à prévoir à ce moment-là. Et on mentionnait tout à l'heure le lien et le rôle des forces de sécurité dans les différents soulèvements. Il était aussi difficile d'anticiper la réaction de tel ou tel appareil de sécurité à tel ou tel moment. Donc, on sentait que les sociétés étaient en ébullition, mais se dire que ça prendrait cette forme-là ou une forme de type révolutionnaire, c'était difficile à envisager. En tout cas, moi, je ne prétends pas l'avoir vu ou quoi que ce soit. Je l'ai découvert comme tout le monde, en suivant les événements et en essayant de les comprendre, de les analyser, et je suis encore dedans. Mais d'ailleurs, jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que c'est difficile de pouvoir analyser quoi que ce soit ou de faire des estimations, de se dire, oui, dans tel pays, il pourrait y avoir ce genre de dénouement qui va se passer. Ça reste en ébullition et j'ai l'impression que les analyses ne sont pas vraiment... comment dire ça elles sont vraiment difficiles à faire. Il y a un gros travail de la recherche scientifique, donc par exemple des doctorants, des chercheurs sur le terrain qui essayent d'assembler des éléments tangibles, parce que c'est aussi dans une phase révolutionnaire, il est aussi difficile d'avoir accès à des choses qui ne soient pas simplement des impressions ou des perceptions. Donc les chercheurs, je dirais, font ce travail actuellement. Il y a déjà un certain nombre d'ouvrages assez spécifiques qui ont été publiés pour expliquer ce qui s'était passé, quel rôle, par exemple, l'économie avait joué dans tel soulèvement, par exemple en Tunisie.
des choses commencent à être claires, mais pour avoir une vision d'ensemble, c'est vrai que ça reste très, très compliqué. Moi, j'ai essayé de le faire un petit peu dans le livre, tout en disant qu'un certain nombre d'évolutions étaient encore en cours et qu'on n'aurait pas de mot final, finalement, sur ces soulèvements. Mais c'est quelque chose, en quelque sorte, que je trouve assez sain, parce que ça montre à quel point ces soulèvements ont été spontanés et, avant tout, dirigés par les populations, en quelque sorte. Alors après, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu et qui façonnent et qui influencent les événements, mais je pense que dans une période où on parle beaucoup de complotisme et de choses comme ça, il est vraiment important de rappeler à chaque fois que le caractère extrêmement spontané de ces soulèvements, quel que soit le pays, en fait. Moi, j'ai eu l'occasion de faire d'autres présentations du livre et d'avoir des débats avec les personnes qui étaient présentes, et je suis frappé de voir que les gens, parfois, se disent que ça a encore été manipulé de l'extérieur par je ne sais quelle grande main. Moi, je n'y crois pas une seule seconde, et quand on discute avec des gens qui, eux, ont participé aux événements, on s'aperçoit à quel point ça a été d'une certaine manière chaotique, parce que c'était pas organisé et que chacun y est allé avec sa colère, sa frustration sur le moment, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que ça rend la présentation générale assez difficile. Voilà, c'est ça, c'est toute la difficulté justement de pouvoir traiter de manière... Il y avait des choses sur le feu, mais on savait pas trop comment ça allait, comment la sauce allait prendre. Mais voilà, en fait, je vais un peu décaler, voire de manière un peu plus légère. On va prendre votre avis, en fait, puisque vous avez voyagé dans le monde arabe, vous connaissez le monde arabe. Vous êtes arabisant. Voilà, vous êtes un arabisant. Quel est, selon vous, Charles Thépaut, le livre par, pour ou sur le monde arabe que tout le monde devrait avoir lu ? Ça, c'est une question qui est difficile. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant quand on cherche de la lecture et on s'intéresse à la région, c'est de réfléchir sur les perceptions et comment nous, Européens, percevons cette région et comment les habitants de cette région nous perçoivent, nous, Européens. On est voisins, mais parfois, malgré la fête des voisins de temps en temps, on se côtoie pas beaucoup, ou en tout cas pas toujours dans dans des contextes simples. Et pour ce faire, je crois qu'il y a un livre qui est particulièrement éclairant, qui est écrit par Amin Maalouf, et qui est les croisades vues par les Arabes. Oui. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que ça montre comment un récit que l'on connaît en Europe, parce que, en tout cas dans les manuels scolaires français, les croisades sont racontées. C'est intéressant de changer de perspective, et ce récit le fait très bien. Et en plus, c'est un récit qui est très agréable parce que c'est une histoire de chevalier, en fait. Oui. Et donc, on peut plonger dans ce travail sur les perceptions de manière très agréable et très, très simple. Et je trouve que c'est une bonne porte d'entrée, en quelque sorte, pour comprendre la région. Et je pense qu'on regarde les informations après avec un regard un peu différent. Tout à fait. Quel est, selon vous, le film par, pour ou sur le monde arabe que tout le monde devait avoir vu ? Je pense l'exemple qui me vient tout de suite, c'est un film de Yousri Nasrallah, un film égyptien qui s'appelle Erki Yasherazade, qui est l'histoire d'une présentatrice égyptienne, une présentatrice star qui a un talk show à la radio, à la télévision, à la télévision égyptienne, et qui va par son travail, en fait, croiser des itinéraires de femmes égyptiennes très différentes, qui sont dans des morceaux de la société très différents, qui ont des vies très différentes, et qui va être confrontée à la situation politique donc près 2011, où c'était sous Moubarak, et c'était très difficile pour les journalistes de faire leur travail. Mais au-delà de cet aspect-là, ce qu'elle raconte, c'est ces itinéraires et ces expériences de femmes égyptiennes qui dans le quotidien se battent, doivent faire face à des situations familiales parfois compliquées. Et je trouve que ça donne un tableau de la vie sociale. De la vie sociale. Alors, il y a de la politique. D'ailleurs, il y a un passage du film où la présentatrice dit « De toute façon, dès qu'on se met à parler, tout est politique. Ouais. » Donc voilà. Donc on y est, mais ce que je trouve particulièrement intéressant, en tout cas d'un point de vue, je dirais, français, c'est d'observer ces histoires-là et de voir comment ces femmes se rencontrent
et comment elles arrivent plus ou moins à s'entendre et à s'allier à un moment dans le film. C'est des femmes de différentes classes de Tout à fait. société. Enfin, C'est un tableau, donc voilà, il y a une femme qui vit dans un quartier assez populaire, il y a une femme donc qui elle est plutôt aisée, très bien éduquée, mais qui en fait est confrontée à une forme de harcèlement dans les hautes sphères de la société égyptienne également, et qui doit se battre pour ça. Donc voilà, il y a des itinéraires qui sont très forts, je trouve. Et c'est donc dans l'Égypte pré-printemps arabe. C'est ça. Ce serait intéressant qu'il fasse la suite maintenant. Écoutez, on va le regarder et on refera une rubrique. C'est donc Ahki ya Shahrazad. Et le titre en français, c'est Femme du Caire, je crois. Ah, ok, du d'accord. Caire. Très bien. Je note. Merci, monsieur. Quelle est l'application smartphone pour ou sur le monde arabe que tout le monde devrait avoir dans son smartphone? Ouf. Alors là, je vais être très égoïste, mais je vais parler de l'application qui me permet de réviser mon vocabulaire en arabe, qui m'a sauvé la vie et qui m'a permis d'avancer, parce que je me suis aperçu à un moment que écrire mes petits mots sur un carnet, ça ne suffisait pas, ça ne rentrait plus. Et j'ai découvert donc une application qui s'appelle Anki, A-N-K-I, qui est une application en fait qui marche pour toutes les langues, mais qui génère des cartes de révision de vocabulaire. D'accord. Chacun peut entrer son vocabulaire ou télécharger des listes, et l'application décide combien de fois vous devez réviser tel mot. Et si vous ne le retenez pas, elle vous le redemande le lendemain, etc. D'accord. Peu de harcèlement, quoi. Exactement, dans le bon sens du terme. Et cette gymnastique de révision, moi, m'a beaucoup aidé. S'il y a des auditeurs qui sont en train d'apprendre ou qui aimeraient c'est valable se lancer, pour toutes les langues. ça marche dans toutes les langues. Il y a des versions pour le néerlandais, pour le chinois, pour le néerlandais. Voilà, il y a vraiment toutes les langues, et il y a des utilisateurs de cette application qui ont eux-mêmes fait des listes que chacun peut télécharger directement et réviser sur les listes. On est dans des autres. l'économie collaborative. Exactement. La mémoire. Vous avez eu du mal à apprendre l'arabe? Ça a été difficile pour quelqu'un qui n'avait pas de base Ça a été un travail assez long et difficile, mais parce que effectivement, il faut assouplir son oreille, il faut assouplir son palais, il faut ne serait-ce que la prononciation, il faut la travailler. Donc c'est vraiment c'est une gymnastique qui prend du temps. Et donc en plus, n'ayant pas fait de cursus académique en langue arabe classique, j'avais des lacunes en grammaire, etc. Donc il a fallu corriger tout ça, et ça prend un peu de temps. Mais je dirais que la difficulté de cet apprentissage est compensée par le sentiment assez, je dirais, bluffant quand on rentre dans cet univers culturel dont je parlais tout à l'heure, et on réalise qu'on peut comprendre ces choses-là. Et même maintenant, maintenant j'arrive je lis la presse en arabe, etc. Donc ça me permet d'avoir une pratique qui est moins scolaire et plus normale de la langue, ce qui est plus agréable. Mais encore maintenant, je suis bluffé par le sentiment, en fait, ces petits hiéroglyphes, ils ont un sens aussi pour moi. Et ça, c'est un sentiment, je recommande. Et ça vous permet aussi de rattraper ce qu'il vous manque, en fait, au niveau de la traduction des informations, des infos. Tout à fait. On a toute une partie de l'analyse, en fait, qui est manquante quand on reste dans une seule langue. Exactement. Donc ça, c'est vraiment... Alors, je pense que la peine qu'on peut avoir à apprendre cette langue, parce qu'elle n'est pas facile. Et puis après, il y a les différents registres de langue, entre le dialecte, l'arabe classique, qui sont, en fait, pour, je dirais, un francophone assez mystérieux. Et on a un arc-en-ciel linguistique dans le monde arabe, et pour s'y retrouver quand on n'en vient pas, c'est assez difficile. Mais tout ça est compensé par, je dirais, l'univers culturel auquel on a accès et la compréhension qu'on peut en retirer. Très bien. On se retrouve juste après la pub. Bienvenue, chères auditrices et chers auditeurs, dans votre émission préférée du dimanche. Bon, juste après, il y a Dunia Al-Adab, qui est aussi votre émission préférée du dimanche. Nous avons avec nous dans les studios Charles Thépeau, et je voulais lui poser d'ailleurs une question qui est en lien avec l'agenda en Belgique, donc qui est le Arab Cartoon Festival. Et j'aimerais avoir un peu votre avis sur les caricaturistes du monde arabe. Alors, l'humour, je pense que c'est la dernière chose qu'on arrive vraiment à comprendre dans une langue. C'est-à-dire que c'est une fois qu'on arrive à comprendre le second degré
dans une langue, c'est qu'on est arrivé à un niveau qui est vraiment satisfaisant. Et donc, c'est difficile. Et en même temps, du coup, dans mon apprentissage, j'ai pas mal travaillé sur des caricatures parce que c'est un bon indicateur. Quand on lit le texte, on comprend son sens, mais on trouve pas ça drôle, c'est que finalement on n'est pas encore arrivé assez loin. Oui, mais dans les différents pays où j'ai vécu, j'ai vraiment trouvé des choses en fait assez talentueuses. Ce qui m'a, je pense, le plus marqué, c'est les caricaturistes algériens, notamment Dilem et Le Hic, qui sont vraiment... je peux simplement regarder... Alors, il se trouve qu'ils font leur caricature en français, mais voilà, il y a un humour noir, il y a des blagues dans leur travail qui est aussi, je trouve, extrêmement drôle. Ils sont très, très forts, quoi. Et eux, c'est sur l'Algérie uniquement ou voilà, c'est le monde arabe? C'est sur... alors, ils commentent l'actualité, donc ça peut être l'actualité internationale, ça peut être l'actualité seulement algérienne. Il y a un peu de tout, et ils sont, je pense, tous les jours dans la presse... c'est la presse quotidienne algérienne. En ce qui concerne des D'ailleurs, ils sont publiés au-delà même de la presse algérienne. On voit souvent Dilem. Ils sont très connus. Ils ont fait des bandes dessinées complètes avec leur petits caricatures. Et donc, ça, c'est vraiment... Je le recommande à tous parce que c'est vraiment très, très, très bon. Et dans les caricaturistes en langue arabe, du coup, il y en a pas que je suis spécifiquement parce que je pense qu'il faut encore que je travaille un petit peu sur ma compréhension du second degré en langue arabe. Il y a des choses... Il n'y a pas une application pour ça? Alors, si vous avez des auditeurs qui la connaissent, je suis preneur. Mais donc non, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant pour saisir, même en fonction des différents pays, un petit peu les nuances et comment chacun voit le autre. Où ils peuvent aller, parce que certains pays sont plus, on va dire, plus ouverts à la critique que d'autres. Tout à fait. Après, je pense qu'avec Internet, et notamment Facebook, des caricaturistes se sont découverts une vocation et ont commencé à publier des choses sans être forcément contraints par des problèmes de contrôle de l'information et de liberté d'expression. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un média en soi qui est très, très intéressant pour comprendre un petit peu la profondeur de l'esprit d'une société. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Thépaut, de nous avoir accompagnés dans toute cette émission de ce dimanche. C'était une discussion passionnante, un moment délicieux. Donc, je rappelle juste à nos auditeurs le titre de votre ouvrage, Le monde arabe en morceaux des printemps arabes à Daesh. On vous le montre encore une fois, voilà, avec... Préfacé par Hubert Védrine. Voilà. En plus, en plus. C'est vrai. Et c'est passionnant, vraiment. Ne soyez pas découragés par les 300 pages parce que ça se lit vraiment avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt. Et donc, voilà, vous retrouverez les infos de tout ça, justement, sur notre page Facebook, Orient Express-Arabelle FM. D'ailleurs, je crois que vous avez aussi une page Facebook, Monsieur Thépaut, pour votre livre. Tout à fait. Qui est... Le monde arabe en morceaux, tout attaché. Tout attaché, d'accord, voilà. De toute manière, on le repostera.